marché, il a tellement bougé. Et donc, en fait, que ce soit les réseaux sociaux, Facebook, Insta, ou que ce soit l'influence, il y avait un timing pour grandir vite et bien. Aujourd'hui, ce timing-là, il est révolu. Donc, globalement, on utilise l'influence, on utilise les réseaux sociaux de manière très différente qu'il y a 1, 2 ou 3 ans. Bienvenue sur e-commerce Geek, c'est Johan et Rina. Dans cet épisode, on accueille Samuel Guez, fondateur de My Jolly Candle. My Jolly Candle, c'est une marque née en ligne et qui bouscule le secteur de la bougie parfumée. Ils ont un concept original. En fait, dans chaque bougie, il y a un bijou caché, ce qui crée un effet de surprise. Samuel nous raconte comment il a commencé, quelles stratégies ils ont adoptées pour se développer et passer rapidement le cap des 10 millions d'euros. On parle de l'approche qu'ils ont utilisée pour augmenter leur nombre d'abonnés Instagram avec le marketing d'influence et pour atteindre 500 000 followers. Il va aussi nous donner son avis sur le marketing d'influence. Est-ce qu'aujourd'hui il faut l'utiliser et pour quels objectifs ? On discute également de l'internationalisation de la marque et de ses challenges, d'Amazon FBA et de plein d'autres sujets que je vous laisse découvrir. Bonne écoute. Salut Samuel, merci d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment ravis de t'accueillir sur le podcast. Il y a plein de choses dont on voulait discuter sur l'e-commerce et notamment sur la manière dont vous avez développé la marque, vos collaborations avec les influenceurs. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et expliquer ce qu'est My Jolly Candle pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent peut-être pas encore la marque ? Bonjour, merci à vous de me recevoir. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Présenter My Jolly Candle, je trouve déjà que vous l'avez très bien fait. C'est rare de réussir à encapsuler en une si petite phrase notre concept et vous l'avez bien fait. Si je devais dire, moi je dirais qu'on est créateur de collection de bougies parfumées, clean. On a commencé effectivement l'aventure avec un petit twist, c'est de cacher un bijou à l'intérieur de chacune de nos bougies. Et puis au fur et à mesure qu'on grandit et que la marque aujourd'hui s'étend à des bougies parfumées, on va dire plus traditionnelles, mais en mode direct to consumer, avec cette logique de démocratisation qui est de rendre accessible, on va dire, la bougie parfumée haut de gamme, qui a malheureusement trop longtemps été un produit de luxe de la parfumerie. Aujourd'hui, on va dire que notre prix de bougie est plus représentatif de la juste valeur du produit plutôt que du canal de distribution par lequel il est vendu. Donc c'est notre mission aujourd'hui en 2020, on va dire. C'est vrai que les bougies sont aussi en cire naturelle. Vos parfums, il me semble, viennent de Grasse. Donc on retrouve aussi le côté bougie haut de gamme, en plus de bijoux qui se cachent à l'intérieur. Le bijou, on va dire, c'est un peu notre cheval de Troie. On en a vendu quasiment 1 million, des bougies parfumées qui contiennent un bijou. Ça a été un super tremplin pour faire valoir la qualité de nos produits. Et tu le disais, nos produits, c'est une cire 100% végétale, c'est des mèches en coton, garanties sans plomb. On a des parfums qui viennent de Grasse. On fait des bougies avec 330 grammes de cire. Donc vraiment, sur la qualité du produit en lui-même, il y a quasiment rien à redire. Et la différence qu'on va faire sur ce secteur de la bougie parfumée à proprement parler, c'est que là où l'extrême majorité des bougies parfumées sont vendues dans le commerce traditionnel, nous, on va le vendre sur notre site internet ou dans notre propre boutique. Et donc, cette logique d'être capable de se priver des intermédiaires fait qu'on peut proposer une bougie de très bonne qualité à un prix qui est juste et très abordable. C'est-à-dire qu'une bougie qui coûte 50 € traditionnellement chez d'autres acteurs, on va dire haut de gamme, nous, on est capable de la proposer quasiment 3 fois moins cher. Et d'ailleurs, je me demandais comment t'es venue l'idée ? Parce que des bijoux cachés dans des bougies, ce n'est pas forcément la première idée qui nous viendra à l'esprit si on devait lancer un business. Ouais, alors si tu veux, moi en fait c'est ma 3e aventure entrepreneuriale, My Jolly Candle, et c'est la 3e dans la bougie. On reviendra peut-être un peu après sur mon parcours, mais sur l'idée, c'est-à-dire que ma première boîte dans la bougie, c'était une bougie sur 50 qui cache un diamant. Et donc en fait, nous on faisait un carton avec 50 bougies. À l'intérieur de ce carton, on garantissait qu'il y avait une bougie qui cachait un diamant d'une valeur de 1 000 €. Et on vendait ça à travers du commerce traditionnel, donc aux Galeries Lafayette, au Bon Marché, et à plein d'autres revendeurs peut-être plus indépendants. Et en fait, ça marchait très bien, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que quand on innove sur ce marché qui est très très vieux, il y a une super réponse de tous les commerçants, parce que c'est innovant. En revanche, ce qu'on a pu observer, nous, c'est qu'il y avait 49 personnes sur 50 qui étaient déçus, parce qu'en fait, la raison principale de l'achat, c'était l'espoir de tomber sur le diamant. Et donc, ça faisait quand même un sacré problème en termes d'expérience client d'avoir 49 personnes, 50 déçus. Et donc, du coup, on a évolué. Et donc, 5 ans plus tard, j'ai eu une autre aventure dans la bougie entre deux. Et enfin, My Jolly Candle, où je me suis dit, il faut persévérer dans cette idée de cacher quelque chose dans la bougie. Sauf qu'il faut que ce soit dans toutes les bougies.
Il faut que ce soit abordable. Et donc, pour ça, on va mettre un bijou dans chaque et puis on va le vendre en direct sur notre propre site. Et ça a très bien marché d'ailleurs. Oui, oui, aujourd'hui, ça marche bien. On est très content, hein. C'est pas facile tous les jours, évidemment. Je pense qu'il y a personne qui est venu à votre micro, qui vous a dit que c'était facile tous les jours, mais on a beaucoup travaillé, on continue de beaucoup travailler et le travail, ça paye toujours. Et raconte-nous peut-être un peu plus sur ton parcours d'entrepreneur ou ton parcours avant de créer ta première entreprise. Comment tu as démarré en fait? Ouais, moi je suis quelqu'un de très rationnel, on va dire. J'aime bien les chiffres, j'aime beaucoup le business. J'ai fait un master en finance à Dauphine. Et puis en césure, je fais un stage en fusion-acquisition et le fondateur de la petite boutique dans laquelle je suis me transmet sa passion pour la bourse et pour les marchés financiers. Donc je m'y mets à fond, à fond. À un moment, je fais même un crédit étudiant pour payer mes frais de scolarité que j'utilise dans son intégralité pour investir en bourse. Donc j'étais vraiment à fond là-dessus. Je finis mon master et puis je pars en stage de fin d'études dans un super fonds d'investissement dans lequel je voulais vraiment aller, qui s'appelle la Financière de l'Échiquier, où je suis analyste. Et là, je m'éclate à fond. Et mon kiff, mon plaisir à moi, c'était de trouver de la valeur dans les boîtes, décortiquer leurs chiffres, leurs stratégies et me faire une conviction sur si oui ou non ils allaient créer de la valeur à moyen terme. Et ça, c'était vraiment mon vrai plaisir et ce que j'aimais faire. Et puis, un petit peu par hasard, j'ai rencontré un ami de la famille qui avait une marque de bougies. Là, je vous parle de ça, j'ai presque 23 ans, je crois. Je suis dans mon stage de fin d'études, donc, et je rencontre un ami de la famille qui a lancé une marque de bougies, justement, qui s'appelle Pop-Up Paris. Et il a une bougie sur 50 qui cache un diamant. Et ça fait 2 ans qu'il a cette marque-là. Il est dans des belles boutiques, dont chez Colette, qu'on connaît tous, sauf qu'il fait très peu de chiffre d'affaires. Et donc, pendant mon stage, je me propose de lui donner un petit coup de pouce sur le côté business, parce que lui, il a beaucoup plus le côté artistique, on va dire. Et je me rends compte qu'en un mois, en faisant ça un peu le soir, en m'amusant, bah, je sais générer plus de chiffre d'affaires qu'il a fait sur les 2 dernières années. Je me dis, tiens, je suis vraiment capable d'apporter de la valeur ici. Et donc, je me dis, si c'est maintenant, c'est maintenant. Si c'est à 23 ans que je dois me lancer dans l'entrepreneuriat, et ben, je le fais. Et donc, j'ai quitté la finance et j'ai échangé du capital contre mon temps et mes compétences dans cette petite boîte. C'est comme ça que j'ai commencé, on va dire, dans la bougie. Ouais, c'est vrai que quand on commence tôt, quand on a 20 ans, 25 ans, c'est une bonne période pour se lancer parce qu'au final, on n'a rien à perdre. Est-ce qu'il y a des choses importantes que tu as apprises durant toutes ces expériences antérieures et qui t'aident aujourd'hui dans le développement de My Jolly Candle? Effectivement, c'était de se dire de se lancer à 22 ou 23 ans, c'est génial, ouais. Parce que moi, par exemple, sur mes 5 premières années, je crois que j'ai fait 3 ans de RSA, j'ai été 2 ans au SMIC et j'en garde un super souvenir. J'ai bossé dans une cave de 15 mètres carrés pendant 5 ans, j'ai vécu dans une chambre de bonne de 15 mètres carrés pendant 6 ou 7 ans aussi, et j'en garde aussi un super souvenir. Et donc, ça me pousse vers la question d'après, qui est de se dire, qu'est-ce que j'ai appris? Et ben, en fait, c'est que le fait d'être, je vais pas dire pauvre, mais le fait de pas être dans un confort matériel dès le début quand on crée sa boîte, c'est une sacrée force et c'est un sacré avantage. Parce que comparé aux copains qui ont fait les mêmes études et qui gagnent bien leur vie, eh ben on a cette soif et cette envie de se dire j'ai fait le bon choix et je vais me battre pour. Et ce que je serai capable de générer à plus long terme va faire bien plus que compenser tous les sacrifices que j'ai fait à court terme. Donc je trouve que de s'installer dans un confort matériel tôt quand on crée une entreprise, c'est pas se rendre service. Ce serait la première chose. Et puis la deuxième chose, on va dire la plus importante que j'ai appris, ce serait, je dirais, la persévérance qui est couplée à la remise en question. On entend souvent des entrepreneurs qui sont super successful et qui disent bon, on m'a refusé 100 fois ma levée de fonds, on m'a dit 200 fois que ça marcherait jamais. Et en fait, les entrepreneurs retiennent ça en se disant bah en vrai, c'est pas parce qu'on me dit non, c'est pas parce qu'on me dit que c'est pas bien que ça va pas marcher. Et ben en fait, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que ces gens-là, super successful, et ben ils ont pivoté et ils ont changé de business. Et je trouve que persévérance et remise en question, ça doit aller ensemble. Moi, typiquement, quand parfois on me dit, ouais, c'est fou le succès de My Jolly Candle en 5 ans, ce que vous avez su faire, vous avez levé X millions, vous faites X millions de CA. Mais en vrai, c'est juste la partie qu'on voit de l'iceberg. Parce que moi, ça fait 10 ans que je travaille dans la bougie, ça fait 10 ans que je travaille très dur. Et oui, cette boîte-là, elle fonctionne. Mais avant, j'en ai eu 2 autres et c'était dur. Donc, c'est parce que j'ai su pivoter, parce que j'ai su me remettre en question,
qu'au final, aujourd'hui, ça marche. Donc, c'est surtout ça, c'est cultiver la remise en question permanente. Vraiment. Oui, il est important de se lancer et d'apprendre de ses erreurs. C'est comme ça qu'on avance. Ça ne sert à rien de créer le projet parfait, le business parfait, si quand on arrive sur le marché, il est en fait trop tard. Je crois que c'est Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn, qui disait « Si vous n'avez pas honte de la première version de votre produit, c'est que vous l'avez lancé trop tard. » Exactement. Bon, après, il faut pas forcément avoir honte, mais surtout, comme tu disais, il ne faut pas avoir peur de se lancer, même si on n'est pas tout à fait prêt. Donc, il faut prendre le risque de se lancer. Je suis 100% d'accord. Hein. Je suis 100% d'accord. Nous, notre première bougie, littéralement, notre première collection, aujourd'hui, pas j'en ai honte, mais je me dis c'est incroyable qu'on ait su en vendre autant avec un tel produit. Quoi. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué depuis le début. Et puis sur la remise en question, je dirais que changer de business model ou même changer de business complètement, ça veut pas dire qu'on abandonne. Ça veut pas dire que c'est un échec. Pour moi, ça fait partie intégrante du process et de développement d'une boîte. Et ça, c'est vraiment ouais, une vraie leçon de se dire, il y a pas d'échec. En vrai, il y a que des pivots et des apprentissages. C'est un peu cliché, mais c'est tellement vrai. Oui, et puis le marché change aussi, les habitudes des consommateurs changent aussi, donc c'est normal d'évoluer et de se remettre en question constamment et de pivoter. Ouais, tout à fait. Et justement, tu sais, quand on lance une entreprise, au début, le plus difficile, c'est de se faire connaître. Comment vous, au début, vous avez fait pour développer la notoriété de la marque et acquérir vos premiers clients? Comme beaucoup, hein, j'ai envie de dire, on a testé beaucoup, beaucoup de choses. Je vois un petit peu ça au début comme de la pêche, si vous voulez. On a lancé plein de petites lignes un peu partout. Il y en a 9 sur 10 qui n'ont pas prises du tout, sur lesquelles on a perdu de l'argent parce qu'on a acheté la canne à pêche et le fil et l'hameçon et puis l'appât et on n'a jamais rien vu revenir. Et puis, il y en a une sur les 10, effectivement, qui a bien marché pour nous et qui a su compenser tout le reste et sur lequel on a appuyé pendant longtemps. Et c'était effectivement l'influence marketing. On était malheureusement pas les premiers à le faire. Je pense à Daniel Wellington, qui est aujourd'hui le deuxième plus gros vendeur de montres au monde, je crois, juste après Swatch. C'est 400 millions de CA, quelque chose comme ça. Qui lui, pour le coup, était vraiment précurseur sur le sujet. Il a créé une marque monumentale très vite. Nous, on est arrivé un peu après. On était parmi les premiers en France, on va dire. Et on a appuyé dessus très fort et pendant quasiment 3 ans. Donc, à force des réseaux sociaux et de l'influence qui nous a permis de croître rapidement. Et il me semble que parmi les premiers employés de My Jolie Candle, vous aviez déjà un responsable influenceur. Comment ça se passe aujourd'hui chez vous en termes de gestion de l'influenceur marketing? C'était effectivement notre premier CDI parce que moi j'avais une graphiste en alternance qui était avec moi, puis j'avais un stagiaire en bras droit et le tout premier CDI c'était une responsable influence effectivement. Comment ça se passe aujourd'hui chez nous? C'est un sujet qui a beaucoup beaucoup évolué. J'ai envie de dire au pic on était à 4 personnes, quasiment full dédiées à l'influence chez nous. Aujourd'hui on est plus à une demi-personne. C'est-à-dire que ça a beaucoup changé. Nous, par le passé, on a testé tous les outils, on va dire tous, parce qu'il y en a peut-être qu'on a oublié, mais on est passé par Octoly, Call Square, Brand Ambassador, Hype Auditor et tous les autres. C'est-à-dire qu'on avait vraiment fait de l'influence notre canal d'acquisition et donc on voulait tous les outils à notre service pour être capable d'optimiser ça au mieux. Donc c'était quasiment 4 personnes dédiées full-time. On avait une méthode, on va dire, nous, sur l'influence qui était je sais pas, qui était la nôtre, on va dire, c'était peut-être notre secret sauce, qui était une approche assez financière, on va dire, un petit peu avec mon background de financier, une approche financière avec des modèles de valorisation Excel qu'on avait fait sur les influences, en gros, sur les influenceurs, et qui n'était pas du tout un modèle prédictif qui nous permettait de dire si oui ou non tel ou tel influenceur allait fonctionner pour nous, mais c'était beaucoup plus un modèle qui nous permettait de se rendre compte qui était pricé sous le marché. C'est-à-dire que nous, on était capable, vu qu'on avait quasiment 4 personnes dédiées, d'avoir un ressenti de dans le marché comment ça se passe, combien coûte un like sur un post Insta, combien coûte une vue en story, combien coûte une vue sur YouTube. Et en fonction des inefficiences de marché, on était capable d'acheter de la visibilité comme ça. Et donc, c'était cette approche très mathématique couplée à l'approche d'Adrienne, qui est notre responsable influenceuse, qui est arrivée très tôt, avec une approche qui était beaucoup plus d'image, qui faisait que ça avait un bon équilibre et que ça a fonctionné.
Si je vous donne un exemple assez mathématique, typiquement, à un moment, les stories ont commencé à apparaître et les influences sur Instagram, les influenceurs ont commencé à poster. Et nous, on avait l'habitude de travailler avec des influenceurs sur YouTube. Et je me rappelle plus exactement des chiffres, mais globalement, sur YouTube, on payait à peu près 1 centime la vue. Disons que c'était ça. Et on s'est rendu compte, en fait, que quand les stories sont sorties, avec les agents avec qui on travaillait, avec les différents influenceurs, et ben en fait, les influenceurs, ils vendaient le prix d'une story, à l'époque, quand c'est sorti, à peu près 7 à 10 fois moins cher que le prix d'une vue YouTube. Et à ce moment-là, on s'est nous posé la question en interne en disant pourquoi une vue d'une story serait valorisée 7 à 10 fois moins qu'une vue YouTube. Bah, certains nous opposaient qu'une vidéo YouTube, elle restait dans le temps et qu'une story, elle disparaissait au bout de 24 heures. Sauf que, on peut se dire aussi que quand même une extrême majorité des vues YouTube d'une blogueuse sont vues que par des personnes différentes. Donc à partir de là, on pourrait imaginer qu'une vue en story, elle soit en fait que peut-être 5-10% moins chère qu'une vue YouTube. Pas plus que ça. Et donc au final, nous, du jour au lendemain, on a décidé de tout couper notre YouTube, tout couper notre Instagram, et on a du jour au lendemain investi que en story parce qu'il y avait une erreur dans le prix du marché. Et donc on a fait que des stories jusqu'à ce que le marché se régule. Et tout notre modèle, si vous voulez, d'influence, il était basé sur notre capacité à spotter des inefficiences de prix. Et évidemment, ça, c'était le plus le travail d'Adrien de savoir quel influenceur allait bien fonctionner, c'est-à-dire en termes d'image. Est-ce que les valeurs étaient en accord avec celles de My Jolly Candle? Est-ce que son contenu était en accord avec celui de My Jolly Candle? Est-ce que la base d'abonnés de l'influenceur en question allait être intéressée par nos produits? Donc c'était ce couplage très économique, très financier, très cartésien, avec une approche de marketing et de communication qui était traitée par Adrienne, qui a fait qu'on a fonctionné sur ce canal. Oui, donc c'est une approche très héroïste du marketing d'influence, ce qui est très bien. En acquisition, il faut toujours maîtriser et optimiser au maximum les coûts. Du coup, est-ce que vous utilisez toujours une plateforme externe pour le marketing d'influence? Les outils, on en a, mais c'est plus des outils de suivi. Aujourd'hui, on travaille avec CallSquare, qui est un super outil, effectivement, et qui nous permet de suivre de manière assez facile les partenariats qu'on a avec certains influenceurs, et puis aussi d'en recruter de nouveaux. Quand on a une nouvelle bougie qui sort sur un thème donné, eh ben, on va pouvoir taper quelques requêtes sur CallSquare pour trouver des influenceurs dont la base d'abonnés, on pense, va bien matcher avec l'univers de ce produit. Ouais. Est-ce que ça représente une grande partie de vos investissements marketing, ou en tout cas en acquisition? Il y a deux questions là-dedans, effectivement. Il y a la question de dans quelle poche ça rentre, l'influence. Nous, aujourd'hui, on essaie de piloter avec deux poches, une acquisition, une notoriété, ou une branding, on peut l'appeler comme ça aussi. Donc, on va dire acquisition et branding. Historiquement, j'ai envie de dire, sur les 3-4 premières années de la boîte, toute l'influence était dans une poche qu'on appelait acquisition, qui historiquement est bien supérieure à la poche branding. Et puis aujourd'hui, au fil du temps, on se rend compte, c'est que nous, on va plus utiliser l'influence comme un canal d'acquisition, mais beaucoup plus comme un canal de notoriété pour véhiculer les valeurs qui sont les nôtres. Et donc, on a un budget qui est passé de 80-20 à 20-80 quasiment. D'accord. Et comment se passe la rémunération des influenceurs? Est-ce que c'est de la rémunération au poste ou plutôt, par exemple, ils ont des liens d'affiliation et lorsqu'ils partagent le lien et que derrière ça fait des ventes, ils ont une commission sur la vente? Nous, on n'a jamais marché aux variables, tout simplement parce que en fait, les autres marques qui font ça ont des très grosses marges, et nous, on a des petites marges comparées à ces gens-là. Donc, en fait, dès qu'on arrivait avec un pourcentage du chiffre d'affaires qu'on pouvait leur donner, bah, tout de suite, on était ridicule. Parce qu'en fait, si on proposait le même pourcentage d'affiliation que les autres, tout simplement, on perdait de l'argent. Donc, en gros, il nous a jamais été possible de travailler aux variables, et donc on a toujours travaillé au fixe, qui était de se dire, toujours travailler au fixe. Bien heureusement, il y en a beaucoup avec qui on a travaillé déjà gratuitement, c'est-à-dire sur une base d'échange de produits. Et puis au fur et à mesure, le métier s'est vraiment professionnalisé, et donc il a été de plus en plus difficile d'avoir du contenu, on va dire, gratuit. Quand on a dû payer ce contenu, c'était systématiquement sur une base de fixe. Est-ce qu'il y a des choses que tu recommanderais aux jeunes marques qui veulent adopter une stratégie de marketing d'influence? Par exemple, les erreurs à éviter? En fait, le marché, il a tellement bougé. Nous, aujourd'hui, si on devait se lancer aujourd'hui, jamais, jamais, au grand jamais, on pourrait dans 5 ans avoir la même taille qu'on a aujourd'hui. C'est pas possible. C'est-à-dire que le momentum, le timing sur cette partie, l'influence marketing, était, il faisait presque tout, si vous voulez, dans sa rentabilité.
Je parlais à Chef Club aussi, le fondateur de Chef Club, qui a une énorme communauté, mais qui me disait pareil, c'est-à-dire qu'ils sont des millions sur leur page Facebook et qui me disait en vrai, si on s'était lancé aujourd'hui, ce serait beaucoup plus compliqué. Et donc en fait, que ce soit les réseaux sociaux, Facebook, Insta ou que ce soit l'influence, il y avait un timing pour grandir vite et bien. Aujourd'hui, ce timing-là, il est révolu. Donc globalement, on utilise l'influence, on utilise les réseaux sociaux de manière très différente qu'il y a 1, 2 ou 3 ans globalement. Donc aujourd'hui, je dirais à quelqu'un qui voudrait se lancer en influence marketing de pas se leurrer sur le fait que c'est l'Eldorado et que c'est un canal d'acquisition phénoménal. Non. Pour moi, aujourd'hui, l'influence marketing doit être utilisée à des fins de communication sur les valeurs de marque. Voilà. C'est-à-dire qu'on fait plus d'acquisition, pour moi, avec de l'influence marketing. On s'associe à un influenceur et à ses valeurs. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que les choses ont beaucoup évolué et ce n'est pas de la même façon qu'on construit une marque aujourd'hui sur les réseaux sociaux qu'on le faisait il y a quelques années. C'est vrai, l'approche, elle est différente. Les économiques sont beaucoup bougées. Si je vous dis, je sais pas, je vais dire au feeling, et c'est peut-être des bêtises, mais il y a 4 ans de ça, vous aviez 2 influenceurs sur 10 qui postaient du contenu sponsorisé globalement, et puis quand ils le faisaient une fois par semaine. Aujourd'hui, vous êtes à 10 sur 10 et ils le font tous une fois par jour. Donc déjà, le prix de l'influence a lui beaucoup augmenté. Et puis en plus de ça, l'utilisateur d'Instagram, il est complètement saturé, on va dire, par des messages promotionnels, que ce soit de la pub tout à fait traditionnelle sur Instagram ou des publications sponsorisées d'influenceurs. Et donc au final, le prix du post a lui grandement augmenté et le taux de clic a lui drastiquement baissé du fait de cette saturation. Du coup, ce sont 2 agrégats qui vont dans le même sens et qui sont défavorables à l'annonceur. Et c'est la raison pour laquelle je suis convaincu qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'être rentable avec une volumétrie intéressante avec l'influence. Oui, surtout parce que le taux d'engagement a beaucoup baissé, sur Instagram en tout cas. D'ailleurs, sur Instagram, vous avez aujourd'hui 500 000 followers. Est-ce que vous expérimentez aussi avec d'autres plateformes comme, je sais pas, TikTok ou autre? Oui, non, enfin, on expérimente, c'est-à-dire qu'on a notre communauté effectivement sur Instagram avec laquelle, et sur Facebook d'ailleurs aussi, avec laquelle on échange pour parler des nouveaux produits qui arrivent et puis être la vitrine de la marque, on va dire, engagée. Après, on est sur TikTok et on est sur Snap aussi, mais pas avec nos comptes marques. Par exemple, on y est à travers des pubs. C'est-à-dire qu'on va pousser nos nouvelles sorties de produits à travers des pubs et sur TikTok et sur Snap. On n'a pas de compte à nous, on va dire. Alors, on est en bêta, on vient à peine de sortir, on fait partie des quelques, de la poignée d'annonceurs, on va dire, qui en sont pour l'instant. Je crois que TikTok, notamment pendant ce confinement, a connu une énorme croissance de sa base d'abonnés. Aujourd'hui, le CPM sur TikTok, il est très faible. Après, on note un taux de clic qui est aussi très faible. Il faut le temps, je pense, que l'utilisateur s'ajuste ou s'adapte au fait que il y a aussi des produits sur TikTok, il y a aussi des marques. On espère que le taux de clic il va évoluer. Pour l'instant, c'est assez faible, mais le CPM est faible aussi, donc on va continuer de creuser. En effet, pour le moment, les gens ne vont pas sur TikTok pour découvrir des produits. Après, ça dépend aussi du type de produit. Il y en a qui se prêtent mieux, d'autres moins bien. Et aussi, ça dépend de l'âge des clients, de la cible. Tout à fait. Ouais. Après, on a fait aussi des campagnes d'influence sur TikTok l'année dernière. On avait essayé et ça s'était plutôt pas mal déroulé du tout. Ouais. Mhm. Et d'ailleurs, quel est l'âge moyen de vos clients? C'est très aléatoire. Enfin, l'âge moyen, il n'est pas très représentatif, si vous voulez, parce que nos clients sont en grande majorité les gens qui offrent le produit. Et donc, du coup, on a un âge moyen qui est assez élevé et qui témoigne du fait qu'il y a beaucoup de parents, d'oncles, grands frères, grandes sœurs qui vont offrir le produit pour soit leurs enfants, soit leurs petits-enfants, soit leurs neveux et tout ça. Mais globalement, on a des utilisateurs finaux qui ont entre 18 et 25 ans et on essaye de vieillir un petit peu effectivement cette clientèle en allant targeter plutôt aujourd'hui des 25-32. D'accord. Justement, je pensais à ça, comme beaucoup des bougies qui ont à l'intérieur un bijou sont offerts comme cadeau et que l'acheteur n'est pas forcément le client final. J'imagine que c'est un challenge pour vous de les faire revenir sur le site et les fidéliser. D'abord, pour moi, c'est la base, mais c'est un très bon produit. C'est-à-dire que vous avez eu beaucoup, il y a eu un moment, une folie un petit peu avec l'influence marketing de tous ces produits
qui était pas de grande qualité, qui était pricé à 100 euros. L'influenceur disait moins 50 aujourd'hui seulement, et donc du coup, il coûtait que 50 euros. Mais au final, on avait même à 50 euros, on n'avait quand même pas pour son argent. Nous, dès le début, on a voulu être irréprochable sur le produit. Donc, avec un bijou qui était en argent et Swarovski, avec une cire qui est 100% végétale, avec des bons parfums qui diffusent et qui sentent, élaborés à Grasse, avec une bougie qui dure 70 heures, et tout ça à moins de 30 euros. Avec en plus un design qui, j'espère, plaît à nos clients, sur lequel on travaille beaucoup. Donc, du coup, à la base de la base, on a quand même un bon produit. C'est-à-dire que quand on utilise son produit, on en est satisfait, on en est fier. Et puis quand on découvre son bijou, là aussi c'est la surprise encore parce que on fait des bijoux qui à la fois sont, je crois, intemporels et qui sont de bonne qualité. Donc dans notre démarche de fidélisation, on est des tyrans, on va dire, sur la qualité du produit. On laisse absolument rien passer. Et puis après, la deuxième chose, c'est le sujet de la data, c'est-à-dire comment on est capable d'aller adresser nos utilisateurs finaux, alors même que c'est pas eux qui vont transacter. Donc, on n'a pas leur data. Pour ça, on a mis en place un petit système, c'est-à-dire que quand l'utilisateur final découvre son bijou, il a à l'intérieur, enfin avec son bijou, un petit code alphanumérique qui lui permet, en allant sur le site internet, de découvrir la valeur de son bijou. Et en ce faisant, on est capable de récolter une partie de la data effectivement des utilisateurs finaux et ensuite derrière effectivement d'aller engager avec eux, que ce soit par mail ou sur les réseaux sociaux. Ah, c'est très smart comme, comme stratégie, effectivement. Et comme ça, la personne, elle est curieuse de voir la valeur et ensuite, vous pouvez la contacter. Ouais, c'est Voilà. pas mal. Après, si elle le souhaite, elle peut avoir la valeur et souhaiter ne pas être contactée. Mais si elle coche la case qui dit qu'elle est d'accord d'être contactée, on y est. Bien sûr, bien sûr. Et aussi le fait de proposer, comme tu disais, juste des bougies parfumées, donc sans bijoux, ça aide sûrement à avoir des clients qui sont aussi les clients finaux. Exactement, et on le voit d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que nous, on a un taux de repeat sur les bougies sans bijoux qui est bien supérieur que sur les autres produits. Donc on voit que les gens rentrent souvent chez My Jolly Candle avec la bougie bijou et reviennent dans une plus grande majorité pour consommer cette même bougie mais sans bijoux cette fois-ci. Donc effectivement, pour la LTV, c'est un produit sur lequel on compte beaucoup. Je sais que vous avez ouvert récemment des magasins physiques. Vous en avez combien de magasins My Jolly Candle en ce moment? Aujourd'hui, on en a 4 d'ouverts et on en a d'autres dans les tuyaux. Ouais. 3 à Paris, 1 à Lyon et on espère en ouvrir au moins 3 cette année encore. Je pense que c'est important, surtout quand on commence à 100% en ligne, de penser aussi à ouvrir un magasin ou un pop-up store. À un moment donné, la marque, elle arrive à un certain degré de maturité où c'est vraiment intéressant de créer un magasin physique pour ramener ensuite les clients sur le site. Comment tu vois l'omnicanal? Quelle est son importance, à ton avis, pour les DNVB aujourd'hui? Je vais te répondre avec une approche très, très chiffrée au début. C'est de dire, en fait, effectivement, et tu l'as très bien dit, c'est au-delà d'un certain degré de maturité. C'est-à-dire que, oui, sans aucun doute, il y a tout ce sujet d'image. C'est-à-dire que la première partie, quand on ouvre des boutiques, c'est de se dire, ça y est, on engage avec le client sur ce dernier niveau, c'est-à-dire vraiment physique. Il vient découvrir la marque dans un univers physique et réel. Il a la possibilité de toucher, sentir le produit. Et donc, on participe à vraiment créer une vraie marque, c'est-à-dire sortie du digital et sortie d'Instagram. Donc, il y a tout ça qui est un peu impalpable, mais qui, on sait, améliore l'expérience client et améliore la perception de la marque. Une fois qu'on s'est dit ça, ensuite, on peut passer sur un deuxième pan qui, lui, est très cartésien, c'est de se dire, en vrai, moi, ma démarche initiale pour ouvrir des boutiques, c'était non pas de créer une ligne de CA additionnelle, c'était bien plus d'améliorer la rentabilité de nos investissements online. Je m'explique. Aujourd'hui, quand on est e-commerçant, on fait tous des pubs sur Internet. Admettons que vous faites une pub sur Internet aujourd'hui et vous faites 1 million d'affichages. Votre pub, elle s'affiche sur 1 million d'écrans. Si votre pub, elle est plutôt pertinente, vous allez avoir 0,5% des gens qui vont cliquer. Ce qui veut dire que vous allez avoir 5000 personnes qui arrivent sur votre site. Et puis, si votre site, il est bien foutu, vous allez avoir 3% de ces gens qui vont transacter. Si vous faites 150 clients. Donc, au début, vous avez montré votre marque à 1 million de personnes. Il y en a 5000 qui sont venus sur le site. Il y en a 150 qui ont transacté. Ce que ça veut dire pour moi, c'est qu'il y a une espèce d'énorme réserve de notoriété de tous ces gens-là qui sont venus déjà sur votre site et qui n'ont pas transacté. Et même au-delà, tous ceux qui ont déjà vu votre marque sont familiarisés avec, mais ne sont pas encore allés sur le site.
Et en fait, pourquoi? C'est que, à mon sens, le e-commerce entraîne trop de friction. Et notre métier en tant qu'e-commerçant, c'est de réduire au maximum la friction. Qu'est-ce que c'est la friction? C'est ce qui va faire qu'une personne va venir sur le site et qu'elle va pas transacter. Ça peut être des frais de port trop chers, ça peut être des délais de livraison trop longs, ça peut être un site trop lent, ça peut être un produit en rupture de stock temporairement, ça peut être beaucoup de choses. Et au final, on se rend compte que cette énorme réserve de notoriété qu'on a, elle peut être exploitée à travers un autre canal qui, lui, connaît beaucoup moins de friction et qui est le commerce traditionnel. Et là, on a moins de friction, en fait, on se rend compte, c'est quand on met une boutique entre Zara et la maison. Parce qu'en fait, on connaît la marque, on est familiarisé avec les produits, on connaît les valeurs de la marque, on sait que telle et telle copine ont déjà consommé. Et puis en fait, je suis en train de me balader et je passe devant. Et là, il y a une friction qui est nulle. C'est-à-dire que je peux avoir le produit tout de suite, je peux le sentir. Et globalement, j'ai ma carte bleue avec moi, j'ai pas besoin de mon portable pour valider avec mon SMS. Et c'est dans cette démarche-là qu'on se dit aujourd'hui que nous, quand on ouvre une boutique, en fait, eh ben, on améliore la rentabilité de nos investissements en ligne. Et surtout pour un produit comme le vôtre, pour lequel l'odeur est essentielle pour passer à l'achat, mais qu'il est impossible de sentir la bougie sur le site e-commerce, ça permet en effet d'éliminer ce grand blocage que quelqu'un pourrait avoir. Comme ça, la personne, elle va dans le magasin où elle peut sentir tous les parfums, toutes les bougies, et ensuite elle va pouvoir bien sûr commander en ligne en toute tranquillité. Je suis 100% d'accord. Et même pour se dire, quand vous avez dit, c'est au-delà d'une certaine taille et que nous, pour scaler, en vrai, on a besoin de vendre davantage de bougies, de toucher davantage de clients. Et il en ressort, je crois que c'est pas moins de 85% du budget shopping des Français qui se fait encore dans du commerce traditionnel. Donc, c'est-à-dire, en plus de ça, si on veut aller chercher une part du gâteau plus importante, bah, faut aller trouver nos clients là où ils consomment. Et là où ils consomment, c'est dans la rue. Et donc, si on veut aller les séduire, on doit y être. Oui, et en plus, la nouvelle génération, la génération Z, est très attachée au shopping dans les magasins. Donc, je pense qu'il y a là aussi une opportunité de se rapprocher de cette nouvelle génération. Je voulais aussi parler de l'internationalisation. Vous avez levé des fonds il y a quelques années et un des objectifs, c'était l'internationalisation. Où ça en est aujourd'hui? Alors aujourd'hui, My Jolly Candle est vendu depuis son propre site internet en Belgique, en Suisse, en France, mais aussi en Espagne et en Italie. L'internationalisation, c'est un sujet qui est très difficile, beaucoup, beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Et en fait, je trouve qu'on y allait beaucoup trop tôt. On y allait beaucoup trop tôt et on est quasiment en train de faire un rollback sur ces pays parce que ce dont on se rend compte, c'est que c'est un très gros défocus. Si vous voulez, en termes organisationnels et en interne, même ce qui fait la réussite d'une boîte et même d'un entrepreneur, c'est qu'il est, en anglais, on est laser focused. C'est vraiment super concentré sur un sujet en particulier. Et en fait, au moment où vous lancez un autre pays, la complexité, c'est de dire où est-ce qu'on alloue les ressources et où est-ce que l'équipe se focus. Est-ce qu'elle se focus sur le pays qui, lui, apporte une extrême majorité du chiffre d'affaires et l'intégralité de la rentabilité? Ou est-ce que vous allouez le focus sur ce que vous pensez être le pays de demain et ce que vous pensez être le chiffre d'affaires de demain? Et en fait, c'est un combat permanent en interne et même dans la tête du dirigeant, dans ma tête, de se dire où est-ce qu'on met le focus. Et en fait, cette complexité-là, elle est bien supérieure à ce que je pouvais imaginer. Et donc, du coup, l'Espagne, on y est allé, on a fait quelques 700 000 euros de chiffre d'affaires l'année dernière. On n'a pas été rentable parce qu'on a beaucoup investi pour rentrer sur le marché. Et aujourd'hui, on est dans une démarche un peu différente où on se dit c'est plus un nice to have, c'est-à-dire qu'on va faire moins de chiffres cette année, mais on sera beaucoup plus rentable et on y retournera, on va dire, quand on aura les moyens organisationnels et humains d'y aller dans de bonnes conditions. Je pense que c'est très difficile l'internationalisation dans le digital. Très rares sont les boîtes qui ont réussi. On pense même à VP, qui pourtant eux ils ont les moyens, tous moyens confondus, qui sont allés aux US et qui y sont revenus parce que c'est difficile. C'est un sujet qui est vraiment challenging, sans parler des problématiques de culture en plus. C'est clair, il faut connaître la culture et je pense que ça aide quand même énormément d'avoir des équipes sur place. Est-ce que le fait d'être présent sur Amazon, c'est aussi pour vous un moyen de booster l'internationalisation? Non, marketplace, disons qu'Amazon, j'ai envie de dire, c'est presque un must pour un produit comme le nôtre, dans le sens où on est un produit qui s'offre beaucoup. Si vous voulez, en
en gros, dans l'année, il y a combien de produits que vous achetez en cadeau au-delà de 5 jours avant la date à laquelle vous devez l'offrir. En vrai, il y a Noël, il y a peut-être la fête des mères, et puis à peu de choses près, ça s'arrête là. Si vous êtes une très bonne copine, pour l'anniversaire de votre ami, vous y penserez une semaine avant. Mais globalement, on y pense le jour même, la veille, dans cet ordre de grandeur-là. Et en fait, Amazon sait répondre à cette demande-là. C'est-à-dire Amazon, avec l'abonnement Prime et sa livraison garantie le lendemain gratuit, en vrai, ça tombe tout pile dans le mode de consommation de notre produit. Et donc, en fait, être sur Amazon, c'est une évidence si on se dit que notre produit se consomme comme je viens de le décrire. Et en fait, donc nous, on est sur Amazon, on est en FBA, donc c'est Amazon qui expédie nos produits et le client a la garantie d'être livré le lendemain dans les meilleures conditions. Donc en gros, on va chez Amazon parce que c'est un tiers de confiance qui est exceptionnel pour le e-commerce. Super, merci Samuel, on arrive sur la fin. Merci pour tout ton temps, on a vraiment appris beaucoup de choses. Si on veut en savoir plus sur My Jolly Candle, sur quel site ou réseaux sociaux on peut vous suivre ? Et sur Instagram et puis sur Facebook évidemment et sur notre site myjollycandle.com. Super, on mettra tous ces liens dans la description de l'épisode. Merci encore à toi et à bientôt. Merci Samuel, à très vite. Merci à vous, au revoir. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez nous aider à le faire connaître. Le meilleur moyen pour ça, c'est de faire 2 choses toutes simples. Vous abonner et laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment ce qui va nous permettre d'être visibles dans les recommandations d'iTunes et donc de faire découvrir le podcast e-commerce geeks à de nouvelles personnes. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. À très vite.